qu'est-ce que serait ma vie si ces gens-là n'honoraient pas leurs dons? Ma vie serait tellement pauvre. Et à quel moment je reconnais que j'ai un don et que je suis prête à le servir? Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Cette semaine, je suis hyper heureux de vous partager ma discussion avec Mai Hua, une artiste française d'origine vietnamienne basée à Paris. Mai est color designer et si vous ne savez pas ce que cela veut dire, ne vous inquiétez pas, avant de la rencontrer, moi non plus, je n'en savais rien. Dites-vous surtout qu'elle a beaucoup travaillé avec les couleurs dans le milieu de la beauté et des cosmétiques. Et elle est également l'autrice d'un blog philosophique qu'elle a tenu pendant plus de 8 ans. Et surtout, elle a réalisé 2 films documentaires intitulés Les Rivières et Meetings with Remarkable Men. 2 films qui m'ont littéralement scotché. Pas étonnant quand on sait que ces documentaires traitent d'archéologie familiale, de guérison transgénérationnelle, de la question du masculin et du féminin, ou encore de la vulnérabilité. C'est bien à un voyage au cœur de notre intimité et de notre histoire auquel nous invite le travail de Mai. Une histoire intime et profondément universelle à la fois. Et moi, c'est le genre de thématique qui me transporte. Dans cette interview, Mai nous raconte son histoire, comment elle a appris à reconnaître son don et à le servir, et comment réaliser ses films l'ont finalement amenée à se réaliser elle. Un voyage initiatique, en quelque sorte. Alors, sans plus attendre, voici ma discussion avec Mai Hua. Bonne écoute. Mai, bienvenue sur Sens Créatif. Alors, juste, c'est Mai. Ah, Mai, pardon. Ouais, non, mais... Mauvais départ. Mai, bienvenue sur Sens Créatif. Salut Jérémy. Je me suis déjà cramé à la première seconde. Merci pour ton temps. Je suis tellement content de passer ce moment avec toi. Merci à toi, tu rigoles. Je me suis plongé dans ton univers ces derniers jours et il y a tellement de choses, tellement de sujets que j'aimerais tellement aborder avec toi. Ça appuie sur tous mes boutons, c'est terrible. Ouais, il paraît que ça appuie sur plein de boutons, ouais. C'est terrible. Mais voilà. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais très simplement te présenter puis me dire ce qui te motive à sortir du lit le matin? Bonjour, donc je m'appelle Mai Hua. J'ai pas d'étiquette sous laquelle je me reconnais et je comprends en même temps à quel point ça peut être utile pour des personnes qui me connaissent pas d'en avoir pour juste ouvrir la porte, voir ce qu'il y a derrière. Disons que je viens de réaliser 2 films. Le premier s'appelle Les Rivières. C'est un film que j'ai réalisé en 6 ans sur ma mémoire familiale et plus spécifiquement sur ma lignée de femmes et les enjeux de la mémoire transgénérationnelle. Et le deuxième film s'appelle Meetings with Remarkable Men, que tu as vu, et qui parle qui tente en tout cas de créer une expérience humaine dans laquelle des hommes pourraient s'identifier et qui vise du coup à parler à cœur ouvert, avec honnêteté, à faire parler des hommes d'eux-mêmes. Voilà, sur une parole hyper vulnérable, très très brute, et je trouve très belle. Ah oui, tout à fait. Voilà, donc je suis en cheminement perpétuel. C'est pour ça que les étiquettes, c'est un peu difficile. Donc, je préfère dire que j'ai réalisé 2 films que dire que je suis réalisatrice, par exemple. Tu vois, je sais pas si je réaliserai d'autres films. Tu vois, je suis en train d'écrire un bouquin. Et puis, avant ça, j'ai blogué très longtemps. Parce que j'ai lancé un blog en 2011, donc il y a 9 ans. Et qui, au départ, était un blog beauté. Ouais. Donc, tu as un projet très marketé, avec une idée, un fil directeur sur la quête de beauté et pourquoi les femmes se font belles, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça cache. Et puis, en dessous, en fait, il y avait plein d'enjeux intimes, de représentation, de féminité, du fait de grandir, du fait de vieillir, du fait de devenir mère. Et du coup, ça a donné l'objet de beaucoup de vidéos. Donc, j'ai filmé, je sais pas, j'ai fait 300 vidéos peut-être sur ce blog. Et puis de beaucoup d'écrits aussi, parce que à chaque fois que je passais un palier, je laissais une trace de ça pour pouvoir passer à l'étape suivante, quoi. Donc voilà, c'est une évolution permanente. Ah, totalement. Et du coup, la chose qui te motive à sortir du lit? Et du coup, la vie elle-même, hein, je pense. Hein. Ouais, je suis quelqu'un d'assez vivante. Donc
j'aime vivre, j'aime la vie, voilà, ouais. Bon, ça transparaît dans tout ce que tu fais. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de discuter avec toi. Tu sais, on parle en anglais de being a whole person. Ouais, Ça, c'est un truc qui me parle de ouf. Mm. Et tu parlais de ton blog et tes vidéos, etc. Donc, évidemment, j'ai été voir tout ça. Et donc, quand on remonte à 8-9 ans, voilà, blog beauté, etc. Tutoriel. Ouais. Et puis après, au fur et à mesure, on assiste à plus de sujets sur la psycho, la spiritualité, la sexualité, le féminin, le masculin, tous ces trucs-là. Ouais. Et donc, on assiste un peu à un cheminement personnel, un questionnement existentiel hyper profond. Et tu vas hyper dans les profondeurs. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que, en fait, je pense que quand tu développes une curiosité pour les choses, il y a un fil invisible qui, en fait, si tu suis cette curiosité, va t'emmener vers le détricotage du pull, quoi. Ouais. Tu vois? Et puis, tu vas tirer le fil. Tu sais qu'à la fin, il n'y a plus rien, tu vois? Mais c'est en même temps passionnant de comprendre les entrelacements, de comprendre perpétuellement ce qui te fait, quoi. Parce que du coup, tu peux le défaire, tu peux le refaire. Et puis, c'est là que tu crées ta vie, en fait. Ouais. Et je pense que cette idée de créer sa vie, tu vois, surtout en ce moment où on est confronté individuellement et collectivement à rencontrer notre inconscient, à voir de quoi nous sommes faits, comment nous sommes programmés et comment, du coup, on peut, à cet endroit-là très douloureux, nous libérer, aimer plus et du coup devenir une personne complète. Moi, ça me passionne. Et effectivement, c'est un pas après l'autre et on commence par un tutoriel beauté. Mais si tu tires le fil, derrière, il y a derrière ce désir de validation, derrière ce désir de cette quête de beauté, derrière il y a plein de questions qui sont des questions d'identité, des questions de comment je m'inscris culturellement, qu'est-ce que je fous là, quoi, qui sont passionnantes. Et du coup, comme de toute façon, on sait qu'on est tous ignorants, personne ne sait ce qu'on fout là, donc ça c'est la base. Du coup, c'est un espace de libération incroyable. Et donc voilà, c'est la métamorphose perpétuelle, quoi. Je me demandais si, de base, tu es color designer. Ouais. Donc, voilà, les couleurs, tout ça. Ouais. Et au final, moi, c'est quelque chose que j'apprends parce que je suis un peu une bille en couleur. Ouais, moi, je suis une bille en forme. Ah ben voilà, allez, très bien. On en parlait un peu juste avant. Et je me demandais si, inconsciemment, ce travail de la couleur, avant de plonger dans ce travail de réalisation, etc., c'était pas déjà une recherche de nuances pour le monde qui t'entoure et par rapport à toi, etc. Ouais. C'est marrant de... Alors, je ne l'ai jamais vu comme ça, mais c'est en même temps l'évidence. En fait, derrière le travail sur les couleurs, donc juste que j'explique un tout petit peu ce que ça veut dire, parce que c'est un métier avant toi, je ne connaissais pas. Color designer quoi? En fait, je crée des couleurs ou des gammes de couleurs. J'ai commencé en architecture. Donc, en fait, c'est pas de la déco, tu vois, c'est vraiment accompagner un architecte pour, une fois qu'il a créé des volumes, accompagner l'expérience des gens qui vont vivre ces volumes, parce que, je sais pas, moi j'ai bossé pour faire une école, une médiathèque, un hôpital. Ces espaces vont être investis, ils vont avoir des fonctions, et donc du coup la couleur c'est vraiment accompagner, en même temps que le volume et la philosophie qui sous-tend toute cette création, accompagner la personne qui va vivre dedans, socialement ou émotionnellement, quoi. Donc, du coup, j'ai fait ce travail en commençant en archi. Et puis après, j'ai été rappelée par mon ancienne vie qui était de travailler dans la beauté, justement. Enfin, ce qu'on appelle l'industrie de la beauté, donc en temps de la cosmétique. Et j'ai commencé à créer des gammes de couleurs pour le parfum et le maquillage, le packaging et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une première formation lorsque j'étais marketeuse en maquillage. Et en fait, les couleurs sont devenues pour moi des portes. C'est-à-dire que après cette formation, je voyais le monde en couleurs. Je voyais plus, je raconte souvent cette histoire, mais je voyais plus un toit, une porte, le ciel. Tu vois, je voyais que des camélias grises, des ocres, des beiges. Je voyais comment ils s'articulaient, comment ces articulations savantes faisaient sens pour devenir une porte, un ciel, etc. Mais tu vois, j'avais tout d'un coup une expérience hyper métaphysique, en fait, tu vois, de voir tout d'un coup la réalité différemment, une même réalité différemment. Et les couleurs sont devenues ces portes qui m'amènent vers
un monde d'à côté. Et en fait, ça m'a toujours suivi parce que cette histoire du monde d'à côté, du pas qu'on fait sur le côté pour voir les choses différemment, ça m'a toujours guidée, quoi. Et dans cette histoire de nuances, quand tu as dit rouge, en fait, tu n'as rien dit parce qu'il y a des millions de rouges. Et donc, cette histoire de nuances et de trouver la porte, tu vois, dans les rivières, c'est très important, cette notion de porte qu'on passe encore et encore et qui devient de plus en plus petite. Ouais. Et à la fin, tu vois, c'est vraiment Précis. Ouais, c'est très, très précis et c'est vraiment le chat de l'aiguille par lequel tu dois passer. Cette histoire-là de subtilité, de justesse et de nuance dans la couleur, c'est la couleur qui m'a appris ça en premier, ouais. Mais c'est devenu une manière de vivre plus large. Ouais. Mm. Ça me parle parce que je dis souvent ces dernières années que je vis un processus de déconstruction et de reconstruction en ce moment, enfin depuis pas mal d'années d'ailleurs, et je dis souvent que je suis en train de récupérer mes couleurs. Et c'est drôle aussi le fait que je disais que je suis un peu une bille en couleur. On en parlait en off juste avant. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Le noir et blanc est quelque chose qui me conforte parce qu'il y a cette immédiateté. Bien sûr. Mais au fur et à mesure du temps, mon univers, ma compréhension des choses s'enrichit. C'est un voyage perpétuel, en effet, qui me passionne. Et je gagne en couleur, en fait. Et je me suis dit, il faut que je pose cette question à Maï, quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que dans le travail spirituel, tu as cette idée d'ouvrir ta palette. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai 2 grosses majeures en couleur. Je suis, entre guillemets, c'est bizarre de le dire, mais je suis très forte en rose, je suis très forte en bleu. Ok. Ça veut pas dire que le jaune est une mauvaise couleur. Mais ça veut dire que si tout d'un coup, on me demande d'aller explorer le jaune, ça va étendre ma palette. Et donc, du coup, ce truc on en parle aussi beaucoup en ce moment, tu vois, dans les questions raciales, dans les questions de genre, cette histoire de singularité, et qu'une singularité n'en vaut pas plus qu'une autre, et de mettre les choses à plat. Tout ça, ça me parle énormément. Et du coup, je pense que dans notre cheminement et dans cette idée de devenir whole, de devenir complet, il y a ce truc d'ouvrir son champ coloriel, quoi. Ouais. La ligne, tu sais, il y avait eu ce débat au XVIIe siècle sur c'est quoi une peinture, et il y a eu le débat, est-ce que c'est du coloris ou est-ce que c'est du dessin, et le dessin, c'était de l'ordre de l'idée. Une ligne, elle est pensée, elle est posée et elle sert une idée, alors que la couleur a toujours été du côté charnel, sensuel. Et ça ne veut pas dire qu'une ligne ne peut pas être sensible et qu'une couleur ne peut pas être un bloc, un monolithe, et quelque chose de transcendant. Mais j'aime bien cette idée de toujours, c'est mon côté peut-être un peu bouddhiste, c'est de toujours avoir différentes manières de voir les choses pour créer ta troisième voie, quoi. La troisième voie, the third way, ça me parle grave, quoi. Et aussi s'autoriser à dépasser Exactement, à dépasser tes narratifs, tu vois. Lignes, Bon, du coup, en parlant de dépasser ces narratifs, donc qu'est-ce qui s'est passé pour revenir à cette photo? Tu sais, quand on regarde les vidéos, donc du coup, beauté, machin, couleur, et puis cette plongée dans les profondeurs de l'âme. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le tipping point? Le tipping point, il y en a eu plein. Mais le premier, c'est à force de filmer des femmes qui se faisaient belles, je me suis dit, mais c'est étrange parce qu'en fait, je filme exactement la même chose à chaque fois. C'est une femme en surface qui va mettre un peu de poudre, un rouge à lèvres, un mascara. Et pourquoi est-ce que je reviens sans cesse? Il y a certainement quelque chose en dessous qui fait que je reviens. Il y a une réponse, en fait, que j'ai pas vue alors que je les filme à chaque fois. Et cette réponse, en fait, au bout d'un moment, je l'ai vue, c'est que ce que je cherchais à chaque fois, c'est ce point, il y a une minute, il y a une seconde où les femmes se regardent dans le miroir avec énormément de bienveillance. Et donc, ce que je cherchais dans l'expression, dans cette quête de beauté, c'était une idée de reconnexion. Et de reconnexion qui est vraiment beaucoup plus profonde que juste mettre une crème ou tu vois, te barbouiller. C'est pas la même gestuelle que passer sous la douche. Ou, tu vois, il y a un truc de... Je suis pas exactement moi-même quand je me lève du lit. Et il y a une gestuelle, il y a quelque chose qui me crée et me reconnecte au moment où je passe mon rouge à lèvres, parce qu'il y a ce regard, il y a une connexion, tu vois, où je me vois. Et quand je me vois, c'est doux, quoi. C'est hyper doux. Et c'est ça que je cherchais. Je cherchais une réparation douce. Et évidemment, une fois que tu dis que tu as cherché une réparation douce, ça passe plus par le fait de te maquiller. Tout d'un coup, tu dis, ah ouais, mais cette réparation douce, je peux l'avoir
en méditant, en marchant, en chantant, en parlant avec mes enfants. Enfin, tu vois, du coup, cette histoire de reconnexion, j'ai cherché d'autres choses qui reconnectaient. Donc, j'ai commencé à filmer, par exemple, beaucoup d'artistes pour essayer de comprendre. J'ai filmé ensuite des artisans, je le fais toujours d'ailleurs. Et puis, à un moment donné, venaient devant ma caméra, déjà des hommes, pas uniquement des femmes, mais aussi des riens, en fait. Donc, et à la fin, c'était une femme que je connaissais pas, mais que j'aimais beaucoup, qui m'invite chez elle. Et puis, en fait, elle fait une tarte avec ses mômes, quoi. Et puis, c'est tout, en fait. Et ce rien du tout, c'était tout. C'était tout d'un coup s'autoriser à ne pas être dans le faire quelque chose, dans le démontrer quelque chose pour avoir de la beauté, quoi. Et puis... c'est l'être. C'est l'être, ouais, c'est l'être. Et puis, ce que j'ai compris aussi, et ça, c'était vraiment très important pour moi, c'est qu'en fait, de la beauté, il y en a partout et tout le temps. Simplement, on n'est pas toujours capable de le voir et capable de la reconnaître. Mais j'avais pas besoin... Enfin, ça partait d'un point de vue très arrogant, en fait, de vouloir capter de la beauté, d'en laisser des traces. Et en fait, il y en a tout le temps. Enfin, la beauté n'a pas besoin de moi et de mes films pour exister, tu vois. Donc, ça m'a aussi beaucoup changé parce que je filme très peu maintenant, par exemple. Et du coup, j'ai ce truc de... Je sais pas, j'ai plus besoin de compenser ou de filmer non-stop pour essayer de comprendre où ça se passe, parce qu'en fait, ça se passe tout le temps en dehors de moi, quoi. Ouais. Donc, ça m'a Faudrait vachement... filmer tout le temps, quoi, sinon. Ouais. Et du coup, ça m'a beaucoup relaxé, ça. Et puis, je pense qu'il y a eu un gros événement dans ma vie, c'est quand même la rencontre avec mon amoureux, avec Jerry, il y a 4 ans et demi, qui a tout changé parce que c'est une personne et une relation qui m'a obligée, en fait, à grandir. Mais beaucoup. et du coup, ça m'a obligée... si tu veux, c'était comme une langue étrangère que je devais parler. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que aimer quelqu'un, être vulnérable, c'était des choses dont je pouvais avoir pour lesquelles je pouvais avoir des sentiments très forts. Je dis pas que j'aimais pas avant, mais pour lesquels j'avais aucune compétence. Du coup, j'ai dû apprendre. Ouais. Et du coup, il a fallu déconstruire beaucoup de choses. Et toute cette quête qui était déjà là, et cet intérêt, et cette curiosité qui était déjà là, et puis aussi ce truc de la petite fille parfaite et de l'étudiante parfaite et tout. Et du coup, j'ai dû une partie les détruire, et une partie garder ça pour pouvoir aller étudier la voie du cœur, quoi. Tu vois, un truc qui paraît presque sectaire à dire. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça devrait être le cœur de n'importe quelle vie, je trouve. Bien sûr. Pourquoi ce serait sectaire? Non, mais je sais pas. J'ai encore en fait une difficulté dans une construction très cartésienne. Ouais, c'est ça. À parler d'amour. Alors que c'est exact. Enfin, je ne fais que ça. Hein. Je vis, respire et mange pour ça. Mais c'est aussi simple que ça, en fait. C'est apprendre à aimer et à être aimé. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et c'est compliqué. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et puis, c'est ce que tu mets aussi en image, ce que tu as mis en image à travers tes vidéos. Ouais. Et donc, du coup, comme tu disais au tout début, tu as créé 2 films, Les Rivières et Meetings with Remarkable Men, que j'ai vus tous les deux et qui m'ont énormément touché. Et je me demandais, pour ces 2 films, commençons par Les Rivières, à quel moment tu t'es dit, punaise, je dois faire un film, c'est plus fort que moi? Ouais, c'est plus fort que toi. C'est ça la clé. Hein. Alors, il y a eu 3 déclics pour Les Rivières. Le premier, c'est que je fais ce blog. À travers toutes ces vidéos, il y a eu un moment où j'ai commencé à filmer ma mère. Il y a eu un moment où j'ai commencé à filmer ma famille. Et en fait, il y a eu un moment où la communauté m'a dit « Mais Maï, t'es prête pour un long. Vas-y, quoi. Vas-y, on t'attend, on te soutient. Prends confiance et t'es tout à fait capable. » Donc ça a été une première chose. Il y a une deuxième chose, bien avant, c'est-à-dire il y a 10 ans, où en fait, j'ai ramené ma grand-mère et mon grand-père au Vietnam. Et ils étaient accueillis par un de mes oncles là-bas, qui m'annonce en fait que je viens d'une lignée de femmes maudites. Bon, ça m'a évidemment énormément choquée. Et ça m'a énormément choquée parce que j'étais fragilisée à ce moment-là. Et en même temps que ça m'a choquée, ça m'a mise en route, quoi. Ça m'a mis en mouvement parce que c'était une malédiction qui
concernerait les femmes de la famille. Il m'a fait toute une démonstration avec un arbre généalogique et tout pour me montrer, tu vois bien que. Et moi, j'ai une fille et je me suis dit, mais si je fais rien, en fait, je vais transmettre ça à ma fille, quoi. Et ça, c'est pas possible, en fait. Donc ça a été le deuxième déclencheur. Et puis après, j'ai fait des thérapies, du yoga, de la méditation, tout ce qu'il faut. Et puis, je sens quand même que quelque chose persiste. Mon oncle meurt 4 ans plus tard. Ma grand-mère qu'on avait ramenée décompense de son Alzheimer et on décide de la ramener en France. Et en fait, le fait de la ramener en France, ça c'est le 3e déclic, fait que toutes nos relations qui avaient été cristallisées par nos séparations géographiques vont se reliquéfier en fait. Et toute la constellation familiale va se remettre en mouvement avec toutes les joies qu'on a vécues, mais aussi toutes les peines qui sont remontées avec. Donc, toujours ce truc de complet, tu vois. Donc, on était des êtres incomplets, mais aussi dans des relations incomplètes. Et en fait, à un moment donné, on a choisi de faire face et de compléter. Et en fait, on s'est dit, on va documenter le retour de cette grand-mère. Il se trouve qu'elle se remet à vivre, tu vois, au bout de 2 mois après son retour en France de manière quasi miraculeuse, qui n'est pas du tout miraculeuse, mais disons qu'on me l'aurait raconté, je ne l'aurais pas cru. C'est frappant dans le film. C'est incroyable. Donc, elle revient parmi les morts. Et puis, en même temps qu'elle revient, tout le reste. Tout le reste va revenir. Et ce film qui devait nous embarquer dans un truc très, très pas léger, parce que filmer une femme qui est vraiment au bord du gouffre et d'une mort annoncée se remet à marcher, danser et parler. C'est assez extraordinaire et c'était le projet que j'avais, mais évidemment que derrière tout ça, il y a encore une fois des désirs qui sont plus profonds, qui sont cachés, qui sont inconscients, mais qui sont à la porte et qui disent non, ma belle, il faut que tu ailles plus loin que ça. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec les rivières. C'est pour ça que ça m'a pris 6 ans, en fait. Ouais. Parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre ce que j'étais en train de faire. Et tout le monde a mis beaucoup de temps, en fait. Et donc, on a eu très peur parce qu'en fait, c'était refondre totalement nos relations. Ah oui. C'était aussi recréer le passé, recréer nos narrations. Et en fait, la vérité, c'est un truc qui n'est pas facile. Ouais. Et à un moment donné, je crois qu'on a compris que ça allait pas être facile. Et on a eu très peur. On a eu très peur sans comprendre qu'on avait peur, bien sûr. Donc, on s'est beaucoup engueulé. Enfin, ça a été stratosphérique. Ah ouais. Stratosphérique. Les rivières, ça a été... Je pourrais plus jamais refaire ce projet. Ah, mais je comprends. Jamais, jamais. Et en même temps, aujourd'hui encore, le fait de le partager continue de me faire grandir, continue de me faire évoluer, quoi. C'est incroyable. En fait, il y a eu en fait 3 années de tournage, ouais. 3 années de montage. Il y a eu une année où en fait ça s'est recoupé, donc ça fait 5 ans. Et la dernière année qui a été de le partager, ça a été une expérience en soi qui a été incroyablement transformative pour moi. Et qui, parce qu'en fait, la famille, en fait, c'est une mini-société. Cette mini-société qui est hyper viscérale, etc., c'est une société où tout le monde vit sous un même toit, il n'y a pas de ségrégation, tu vois, et tout le monde aime et il y a de la douleur en même temps, en fait. Tout est entremêlé. Ouais. Du coup, quand tu démêles ça, tu noyotes tout le système familial. Surtout si ton système familial, il est basé, sans que tu le saches et sans que tu le veuilles, sur la loi du silence, où justement, on ne doit pas parler. Et finalement, ça, c'est un truc qui est assez... Je m'en suis rendu compte après, parce que là, j'étais, tu vois, dans le nœud du bousin, qui était hyper intime, mais je me suis rendu compte que c'est en fait la norme. La norme, c'est d'avoir une famille dysfonctionnelle. Ouais. Il y a très, très peu de gens qui sont heureux dans leur famille, ou qui ont cru ou pensé, ou qui ont suffisamment cheminé pour comprendre, comme ça les a propulsés, comme ça les a soutenus. C'est plutôt un lieu où il y a beaucoup de douleur, en fait, la famille. Et du coup, partager ça publiquement, c'était quelque chose qui me demandait d'être vraiment debout, quoi. Ah oui. Tu vois, il fallait vraiment que je sois debout et que je sache pourquoi je le faisais et que mes intentions soient très, très claires. Et en fait, c'était pas très clair. C'était pas très, très clair, ces intentions. Pourquoi j'ai fait ce film, etc. D'un point de vue intime, oui. Mais d'un point de vue public et artistique, c'était pas si clair. Et du coup, il faut vraiment que pour moi, en tout cas, il fallait vraiment que je grandisse et que j'acte le fait, et je trouve ça encore très, très dur à dire, que j'allais faire rayonner ce projet. Et que j'allais dire, les rivières, c'est ce que j'ai de plus beau à apporter dans ce monde-là.
et je vais le faire. Ouais. Et j'ai des frissons partout en le disant parce que c'est très dur à dire de dire ce que j'ai fait c'est bien et je pense que les gens qui le voient ça leur fait du bien et que ça ouvre leurs horizons et que ça les répare et que c'est un film agissant. C'est pas juste une super expérience. Déjà, c'est pas une super expérience. C'est particulier. Voilà, c'est particulier. Les gens qui viennent, alors ça touche pas tout le monde, hein, ça c'est. Mais les gens qui sont touchés par ce film, il y a quelque chose qui agit chez eux. Ils font des rêves, ils y pensent toute la journée pendant une semaine, ils rappellent leur mère, ils initient des discussions dans leur famille, ils font des arbres généalogiques. Il y a quelque chose d'agissant dans ce film que je trouve incroyable et qui me dépasse totalement et que j'ai envie de servir. Et du coup, je touche cette idée qui doit jamais être une idée égotique de j'ai fait ce projet, je vaux quelque chose, mais qui doit vraiment servir une idée, une vibration. Et quand je faisais, et ça va reprendre, j'espère, mais quand je faisais des projections en public, mais dans la salle, quand ça se rallume, je te raconte même pas l'ambiance dans la salle, quoi. C'est silence. Alors, il y a du silence, mais heureusement, il y a le générique. Nous, on est resté silencieux pendant tout le générique. Quand on regardait. Les gens restent silencieux pendant le générique. Il n'y a personne qui bouge. Et après, quand je suis là, il y a des applaudissements parce que ça... on souffle et il faut que ça sorte, il faut que ça fasse du bruit. Donc, ça se révèle en applaudissements. Et puis après, les gens se recomposent. Donc, il y a un vrai truc qui a été... Il y a un trou, en fait, tu vois, qui a été fait. Mais quand il y a 100 trous, tu vois, dans la salle, parce qu'on est 100 et que tout le monde s'est pris un truc sans savoir ce que c'était et tout, après, il y a des débriefs qui sont géniaux. Et le film, tu vois, il dure 1h30. Quand je fais mes projets avec une audience, il y a 1h30 de débrief après, minimum. Et les gens ne s'arrêtent pas parce qu'en fait, ça appuie sur des boutons. Ah oui. Plein de boutons. Et les gens se disent, mais c'est génial, en fait. Ok, j'ai compris un truc. Tu vois, je trouve ça très, très beau parce qu'il y a plein de gens qui me disent, ah ouais, ok, j'ai compris ma femme. Là, sur ce point-là, où j'ai compris mon enfant. Où ça y est, je comprends pourquoi ça ne fonctionne pas avec ma mère. Parce que, la relation à la mère est très, très explorée. Oui, c'est un peu le centre. Ouais. Et tu vois, dans le narratif commun, la relation à la mère est quelque chose qui va de soi et pas du tout, en fait. C'est intime et universel comme tu en parles. Et du coup, est-ce que pour toi, ça s'est clarifié ? C'est dans le don, tu disais que ce n'était pas clair avant de le partager, puis ça s'est clarifié. Ouais, ça s'est clarifié. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, le film, il s'est fait au montage. On m'avait souvent dit ça, tu vois, sur des documentaires, le film se fait au montage. Quand tu as la chair où tu as l'étoffe, tu vois, tu as l'étoffe et là, tu peux te mettre à couper. Comme une sculpture. Voilà, couper, coudre, broder. Et le montage, en fait, il m'a aidé à comprendre ce que j'avais filmé, ce que j'avais traversé. Parce qu'en fait, quand tu traverses quelque chose, tu vis quelque chose, tu ne comprends pas du tout ce que tu vis. Tu vois, il n'y a qu'une surface... très légère en fait de ton être qui comprend ce qu'il ou elle a vécu. Et le fait là d'avoir des choses qui étaient objectivées dans une caméra, je montre ça à un monteur qui a un regard totalement extérieur, qui ne me connaît pas. J'avais choisi exprès, qui est un homme et qui me dit mais attends, l'histoire que tu me racontes et l'histoire que je vois sur ces images, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu sais que il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et tu vois, tout d'un coup, tu as ton histoire qui est révélée. C'était fascinant, quoi. Et puis après, je fais plein de premiers montages. J'en ai fait beaucoup des montages. Et puis, justement, je rencontre Jerry et je lui montre un montage qui fait peut-être 2h30, tu vois. Ok. Et il me dit, mais je crois que tu n'as pas bien compris là. Si tu n'es pas le centre de ton projet, rien ne va se passer, ni dans ta vie, ni dans ton projet. Là, pourquoi tu es là, c'est pour être la colonne vertébrale de ce projet et de ta vie. Et je t'ai sonné et ça m'a pris encore 2 ans pour l'admettre. Donc le film au début c'était un film sur ma grand-mère, après c'était un film sur ma mère, après c'était un film sur ma fille. Je ne voulais pas, tu vois, toute une partie de moi ne voulait pas être au centre du cercle. Et ça en fait ça demande d'éplucher, tu vois, tes croyances, tes peurs. Et après ça continue en fait quand tu le partages, faut comprendre que
t'es au centre du Bousin et c'est pas une question d'ego. Et ça m'a pris vachement de temps Et en fait, j'étais sur une colline en retraite et à un moment donné, en fait, donc je participais à cette retraite et la chanteuse qui fait partie on va dire des encadrants chante et puis le chaman qui fait partie des encadrants fait ses rituels et tout. Et puis je me disais, mais qu'est-ce que serait ma vie si ces gens-là n'honoraient pas leurs dons? Ah oui. Ouh. Ma vie serait tellement pauvre. Et à quel moment je reconnais que j'ai un don et que je suis prête à le servir? Et là, j'ai encore plein de raisons parce que je trouve ça dur à dire. Ouais. Et en fait, les rivières, c'est ce qui a... Alors, le blog m'avait permis de comprendre une partie parce que quand tu te reçois des messages de gens qui pleurent derrière leur écran alors que tu as fait une vidéo qui fait 3 minutes sur un prof de sport, tu te dis, attends, il se passe un truc, tu vois, tu reçois des centaines de messages où tu te dis, attends, il y a un Qu'est-ce truc... qui se passe? Voilà, il y a un truc magique là qui est en train de se passer. Il faut que je... Et c'est factuel, en fait. C'est pas, tu vois, c'est pas un truc du Luberlu, c'est très, très factuel. Tu vois quelque chose, tu le transformes, tu le partages, ça crée une vibration chez les gens qui le partagent, etc. Et donc, du coup, cette circulation, je savais que je pouvais être un maillon de cette circulation-là, tu vois. Et du coup, quand j'entendais cette chanteuse chanter, elle s'appelle Sean, et je me disais, moi, je chante pas, je pourrais jamais chanter. Et merci à Sean de chanter, de le faire aussi bien, de travailler son don et de travailler son art pour pouvoir donner quelque chose au monde. Et je voyais très bien que quand elle chantait, c'était pas pour qu'on lui dise « Oh là là, qu'est-ce que tu chantes bien !» C'est juste un état d'être. C'était un don. C'était un don. Et voilà, quand tu la vois chanter, il y a un truc d'être où elle est quand elle chante, quoi. Et du coup, c'était ça que je voulais avec les rivières et avec... Enfin, aussi bien quand je le filmais que quand je le montais, que quand je le partage aujourd'hui, quoi. Mais tu l'as pleinement incarné quand tu as accepté que tu étais la pièce principale. Ouais. Mais ça a été long. Hein, tu vois, c'est comme fumais-tu. Tu vois, tu le lis et il y a une partie de toi qui comprend et puis il y a une autre partie de toi qui ne veut pas l'entendre. Et c'était pareil. Ouais. Donc, t'as une partie qui dit ouais, évidemment que je dois être le centre du truc. Et puis, tu as toute une partie qui résiste et résiste et résiste. Ouais. Ça demande, j'imagine, beaucoup de courage et de vulnérabilité. Enfin, moi, quand j'ai regardé le film, les scènes où clairement tu te mets en scène, notamment au début, où, quand tu pleures, etc. Ouais. Et puis les scènes de famille que tu filmes, les engueulades et tous ces trucs, je me disais, oh là 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 là, si moi je faisais ça avec ma famille, mais genre jamais j'oserais, tu vois. Je me disais, punaise. Et puis en même temps, on n'a rien sans rien. Je veux dire, le travail en profondeur que tu as pu opérer et la guérison transgénérationnelle et tout dont tu as bénéficié, c'est parce que tu as mis les mains dans le bousin, comme tu dis. Ouais, on a mis... En même temps, on était 4. C'est-à-dire qu'il y avait ma grand-mère, il y avait ma mère, il y avait moi et ma fille, et mon fils aussi d'ailleurs. Et j'aurais pas pu faire ça toute seule. Donc il y avait quand même un collectif qui fait que ma mère est la première qui a ouvert la parole, tu vois. C'est la première qui a fait des thérapies, qui a osé dire « je crois que j'ai un problème », et qui, du coup, a initié une culture familiale de la parole, qui est d'ailleurs pas du tout une culture vietnamienne, tu vois, où ça, c'était possible. Après, évidemment, c'était qu'une partie de l'iceberg et fallait aller toujours plus loin. Mais ça, j'aurais pas pu le faire si j'avais pas déjà la connaissance qu'un iceberg était là, quoi. Donc, ouais. Mais c'est en ça que tu as pu te réaliser. Tu disais bien sûr, sur Internet que tu as mis 3 ans à filmer, 3 ans à le monter. Ouais. Et c'est ces 3 ans-là qui t'ont réalisé. Ouais, quoi. Exactement. Il y a cette fameuse phrase en anglais qui dit... je fais tout le temps des anglicismes. Voilà, les auditeurs ont l'habitude, c'est quoi? C'est « creating to unfold your inner self ». Ouais, to unfold. Et ce unfolding, c'est un truc... moi, ça me va les anglicismes parce que Jerry est anglais. Ah donc... oui, c'est vrai. Moi, j'en fais tout le temps. Et ouais, c'est ce truc de unfolding. Et tu sais, j'ai appris ça, mais en français, expliquer, c'est mettre à plat. C'est enlever les plis du tissu. Expliquer. Ah, okay. Et donc, to unfold, il y a quelque chose comme ça, tu vois, de dérouler encore et encore pour une mise à plat et une mise à nu. Et tu en parlais de bouddhisme tout à l'heure.
il y a toujours cette idée d'ouvrir la paume de la main, il n'y a rien dedans, quoi. Ouais. Au final, il n'y a rien dedans, il n'y a rien à cacher. Et donc, c'est ce truc de dérouler encore et encore la vérité, quoi. Et pour ça, du coup, il faut beaucoup d'amour. Et en fait, c'est pas toujours simple d'aimer. Ah Non, c'est clair. C'est pas toujours simple d'aimer, c'est pas toujours simple d'être aimé, de se laisser aimer. De se laisser aimer, ouais. Et donc, voilà, ce travail sur la vulnérabilité, grâce à ce bouquin de Brené Brown, ça me parle énormément parce que ça a mis des mots sur ce unfolding process qui du coup me donnait des repères. En fait, quand une chose m'arrivait, je me disais ah oui, hein, c'est ce qu'elle décrivait, quoi. Ouais. C'est vrai que j'ai jamais fait le lien. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup expliquer. Je te parlais de mon côté mental j'essaie de vivre de manière un peu plus corporelle, justement. Et j'ai toujours trouvé que expliquer, ça avait un côté parfois un peu relou, un peu lourd, un peu... Pourtant, je sais que voilà, c'est quelque chose que je pense que je fais relativement bien. Mais là, j'aime bien ce que tu me dis, le côté déplier, mettre à nu, parce que moi, c'est quelque chose qui est important pour moi, le côté direct, le côté on va directement dans le steak, on met les choses à plat. Bah c'est pour le coup ce qu'on a fait, je pense, avec les Remarkable Men. Ouais. Et hop, transition. Sans transition. Si tu veux, sur les rivières, je décris souvent le film comme un appartement en enfilade. Tu vois, tu rentres dans une pièce, tu l'explores de fond en comble, tu la connais par cœur et à la dernière minute, tu soulèves le matelas et sous le matelas, il y a une porte. Ouais. Et du coup, bah, tu dois l'ouvrir, cette porte, parce qu'une fois que tu l'as vue, tu vas pas faire comme si. Donc, tu l'ouvres et puis tu rentres dans une autre pièce, etc. Et tu as ce truc qui unfold, une pièce après une autre, etc. Et dans les Remarkable Men, on avait une approche beaucoup plus frontale où, pour présenter le projet, en fait, c'est un projet que j'ai toujours voulu faire avec Jerry parce que Jerry est thérapeute, il est thérapeute humanistique. Et il a la particularité d'avoir des groupes d'hommes, des groupes de parole d'hommes. Ces groupes de parole se réunissent toutes les 2 semaines. Ils sont 8 ou 9 à chaque fois. Et ces hommes, en fait, certains de ces groupes ont 20 ans. Donc, ce sont des personnes qui, depuis 20 ans, viennent une semaine sur 2 parler de leur vie, de leurs épreuves, de leurs challenges, et qui se retrouvent dans des petites tribus, des petites communautés d'hommes qui se soutiennent les uns les autres et qui se connaissent, mais par cœur. C'est-à-dire que, tu vois, même à tes amis, en fait, tu racontes pas toute ta vie. Là, tu vois, c'est à la vie, à la mort, quoi. Et moi, j'avais été... je sais pas, je trouvais ça passionnant, sauf que j'étais une femme et que je pouvais pas les filmer dans leur processus parce que le fait d'amener ma caméra allait inévitablement transformer leurs paroles, leur manière d'être, etc. Et puis, MeToo est arrivé. Et j'ai dit à Jerry, il faut qu'on passe la seconde, là. Parce qu'en fait, ce que tu fais, ne doit pas rester dans le cercle de vos cercles de parole. Ça doit sortir et ça doit servir la culture d'aujourd'hui. Et lui, comme moi, en fait, non, tu vois, c'est notre intimité. Et en fait, à un moment donné, l'idée a fait son chemin et il a commencé à interviewer ces mecs sur fond noir, les uns après les autres, sur des thèmes très définis, très thérapie, le rapport à la mère, le rapport au père et tout. Et puis, au montage, impossible de monter ce truc. Et c'est là qu'il fait appel à moi, en fait. Refilmer. Alors, pour refilmer, et là, on a filmé tout un pèlerinage qu'on a fait avec l'un de ces groupes en Somme sur les sites de la commémoration de la Première Guerre mondiale. Et j'ai filmé ces hommes, effectivement, mais je ne les ai pas filmés dans les interviews. C'est Jerry qui a filmé les interviews. Ah, d'accord. Ouais. Parce que ces hommes ne parleraient jamais comme ça devant moi. Impossible. Peut-être maintenant, parce qu'il y a une sorte de confiance qui s'est établie entre nous. Mais pour parler de cette manière-là, si ouverte, si honnête, il faut, comme dit Jerry, il faut 20 ans de pré-production, quoi. C'est clair. parce que pour le coup, avec le blog, j'avais filmé des centaines de femmes sur des sujets qui pouvaient être très intimes. Tu vois, on a parlé de choses vraiment intimes. C'est facile, en fait. Parce qu'il y a une culture féminine de la parole qui a été sauvegardée. La culture masculine n'est pas liée à la parole. Elle est même liée au silence. Et donc, trouver des hommes qui parlent et qui parlent intimement et en plus qui ont cheminé. Donc, en fait, non seulement ils parlent intimement, mais en plus, ils ont une connaissance d'eux-mêmes qui est très, très forte. Une éloquence aussi qui est incroyable. C'est de l'or, en fait.
Et du coup, voilà, Jerry et moi, on a créé ce projet et on a créé les Meetings with Remarkable Men qu'on est en train de remonter encore. On va encore le rechanger. Ouais. Et qu'on avait mis pendant la période de confinement. C'est là que je l'ai vu. Ouais, en accès pour, à la fois pour aider nos communautés et puis aussi, on avait fait une collecte pour MSF pour les aider pendant la période du Covid. Trop bien. Et tu disais que les rivières t'avaient aidé à te réaliser, donc ça t'a transformé. Ouais. En quoi est-ce que Meetings with Remarkable Men t'a transformé à nouveau? Alors, c'est marrant parce qu'en fait, Meeting with Remarkable Men, alors il m'a permis de grandir humainement, enfin intimement, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'au départ, j'avais énormément de résistance pour entrer dans le projet. J'ai toujours des résistances pour rentrer dans un projet. Je suis très, très lente et tout. Mais là, du coup, ça me posait la question de mes résistances. Et en fait, j'avais énormément de résistance à laisser la parole aux hommes. C'était un truc de fou. J'étais dégoûtée. Quand je me suis rendu compte je ne voulais pas entendre cette parole vulnérable. Ok. Parce que je restais en fait dans un truc très, très victimisant, tu vois, maintenant, les hommes sont là pour me protéger. Donc, ils sont pas là pour parler de leur mère. Et du coup, il fallait que je déconstruise toutes mes constructions hyper sexistes, en fait, à l'encontre de moi en tant que femme et des femmes et à l'encontre des hommes. Donc ça, c'était intéressant déjà. Et puis, après, une fois que j'ai vraiment entendu cette parole, qui était une parole vraiment humaine, parce qu'en fait, on pose la question au début, ça veut dire quoi être un homme et tout, mais le sujet de Jerry, quand il réunit ces hommes-là autour d'un cercle, n'est pas du tout de travailler sur leur masculinité. Il y a des hommes comme ça, t'as des mouvements masculinistes, etc., mais c'est pas du tout le projet de Jerry. Jerry, c'est trouver les moyens, en groupe ou en individuel, de faire grandir ou de créer un espace qui aide les individus à grandir, humainement, dans toute leur humanité. Donc, y compris en tant qu'homme ou en tant que femme, parfois. Mais c'est pas... le focus. C'est pas le focus, quoi. C'est pas du tout le focus. Donc, j'ai compris aussi que c'était très, très dur, peut-être parce qu'on a des cultures très séparées, hommes-femmes, mais c'est très, très dur de ne pas projeter sur l'autre le fait qu'il soit homme ou qu'il soit femme et de le voir vraiment dans toute sa singularité. Comme, tu vois, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est très, très dur de ne pas voir quelqu'un comme asiatique ou jaune ou noir parce qu'en fait, notre construction sociale, elle est faite comme ça. Et donc, du coup, avoir des groupes mixtes, ça pose un problème pour vraiment t'ouvrir pleinement, faire tomber les masques. Et en fait, séparer les hommes et les femmes, c'est pas pour bosser sur ta masculinité ou ta féminité, c'est juste pour simplifier le problème pour des gens qui vont vraiment se mettre à nu. Ouais. Ça fait très, très peur de se mettre à nu. Et pour un homme, ça fait très, très peur de se mettre à nu devant une femme. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est toujours cette quête d'être plus complet au final. Ouais, c'est toujours cette quête d'être plus complet. Et du coup, dans ce que j'ai appris, ça m'a appris aussi beaucoup de choses sur mon engagement féministe et beaucoup de choses sur mon engagement humaniste et beaucoup de choses sur mon engagement plus politique, en fait. Ça m'a fait beaucoup grandir. Ouais. Ça t'a transformé. Oh, ça m'a totalement transformé, ouais. Et du coup, tu parlais des retours sur les rivières. Ouais. Allez, Remarkable Men, c'est fou. On a des retours... En fait, moi, j'ai une communauté très féminine. Donc, je sais pas, moi, sur Instagram, c'est peut-être 90% de femmes. Tu vois, c'est très, très féminin. Donc, du coup, les gens qui regardent les Remarkable Men, c'est beaucoup, beaucoup de femmes. J'ai pas de statistiques parce que je les regarde pas, mais si tu veux que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, en fait, il y a une sorte de... Pareil, une idée de réparation. Les gens se sentent réparés quand ils voient ce film parce que tout le discours, qui a une nécessité, mais tout le discours aujourd'hui sur la masculinité est nécessairement lié à la toxicité. Et en fait, on est en train de voler de manière très toxique toute une partie de notre humanité masculine, où en fait, il faut absolument qu'on déconstruise le fait, enfin voilà, cette domination masculine qui est un outrage, tu vois, à notre dignité de femme, mais aussi à notre dignité d'homme, en fait. Et ce film, je pense que sa force, c'est qu'il déconstruit en même temps qu'il projette quelque chose de positif. Et donc, du coup, tu as à la fois une déconstruction
et en même temps une réponse. Ouais, une reconstruction. Parce qu'en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est que si on ne fait que déconstruire la masculinité toxique et qu'on se dit plus t'es un mec, plus tu ressembles à Trump, mais putain, c'est horrible en fait. 1, on va créer beaucoup de Trump encore. Et 2, on va créer beaucoup d'hommes qui se refusent à être hommes parce qu'ils ont peur de devenir Trump. Et donc, en fait, ça aide personne, en fait. Ça aide ni les hommes, ni les femmes, ni leurs enfants. Et donc, là, le fait qu'on projette quelque chose où les gens se disent « Ah ouais, en fait, ma vie, elle pourrait ressembler à ça. Si je travaillais sur moi, que je sois homme ou que je sois femme d'ailleurs, ça me donne envie, quoi. Ça me donne carrément envie. » Parce qu'en fait, le projet politique n'est plus uniquement « Bon, maintenant, il va falloir partager les tâches domestiques. Il va falloir nous donner un peu de thunes aussi parce qu'on en a marre de ne pas avoir les mêmes salaires. » Le projet, c'est là, si tu taffes sur toi, ta vie, elle va s'étendre. Ouais. Elle va se développer. Tes horizons, ils vont être plus grands. Tu vas être un meilleur père. Tu vas être un meilleur ami. Tu vas être un meilleur amant. Tu vois, toute ta vie va se développer. Et c'est ça le projet, en fait. Donc, du coup, je pense que c'est un peu plus sexy pour un homme et notamment pour des femmes aussi qui jusqu'à maintenant ont vu la lutte contre le sexisme ou même la lutte contre le racisme, tu vois, comme une contrainte à prendre en compte. Et je comprends ce truc-là. Si on transforme l'idée de contrainte en idée de responsabilisation, de grandeur, de noblesse et de profondeur de vie agrandie, eh ben, je pense que c'est une promesse intime et collective qui est vachement plus belle. Ah oui. Moi, je l'ai vécu comme quelque chose de vachement libérateur, notamment avec les questions de masculin, de féminin. Le film met des mots sur des concepts ou des compréhensions qu'on avait peut-être vaguement entendues ou dont on n'était pas vraiment très éduqué sur la question ou quoi que ce soit. Et c'est comme tu l'as dit, ça répare des choses et ça ne... Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Ça n'efface pas le côté un peu wild de l'homme, mais ça le remet dans quelque chose de plus... Ça potentialise ce truc-là. Ouais, sans pas le vivre comme une menace, mais comme quelque chose de beau et de plein. Enfin, Oui, c'est ça, de beau et de plein. Si tu veux, c'est exactement ce qu'on entend aussi sur les privilèges blancs aujourd'hui, tu vois. Ne nous aidez pas en partant d'un sentiment de culpabilité. Et ben c'est pareil pour les hommes, en fait. Ouais. Ne venez pas au monde avec un sentiment de culpabilité parce que vous êtes né homme. Voilà, potentialisez ce truc. Vivez-le pleinement. Et moi, je me rappelle, j'avais été à des retraites où, à la fin, tu avais des femmes, des retraites mixtes d'ailleurs, tu avais des femmes ou des hommes qui disaient « Putain, mais je me sens pleinement femme et ça me fait un bien fou. Et je me sens pleinement homme et ça me fait un bien fou. » Et du coup, en fait, toute cette idée, à chaque fois, je pense que c'est la même pour les rivières comme les Remarkable Men, c'est de parler d'une souveraineté. Tout d'un coup, tu vis une expérience où tu te sens souverain et plein de ta vie. Et c'est ça que nous, on cherche à provoquer, en fait. Et là, je dis hommes et femmes, mais c'est évidemment pas binaire, mon discours. Oui, bien sûr, oui, on comprend bien. Donc voilà. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est une sorte d'abolition de toutes nos narrations qui, évidemment, n'est pas confortable, qui demande des discussions qui... Voilà. Mais comme le dit Brené Brown, encore une fois, grandir, c'est inconfortable. Et justement, le fait que ce soit inconfortable montre qu'il est en train de se passer quelque chose de très, très important pour vous. Ouais. Et c'est là que vous grandissez, quoi. T'en parlais sur un podcast, tu disais que quand tu avais peur, quand tu te lançais dans quelque chose et que là, tu disais « Ouh, là, j'ai peur », au lieu de faire marche en arrière, tu te dis « Non, il y a quelque chose d'intéressant là. » Oui. En fait, ça fait peur parce qu'en fait, c'est une rupture du narratif dans lequel tu as grandi et un narratif qui n'a pas dit son nom. C'est ça, le truc. Ouais. Donc, du coup, tu te retrouves comme le bad guy de l'histoire et t'as pas envie d'être le bad guy de l'histoire, quoi. Sauf qu'en fait, ça marche pas exactement comme ça. Reconnaître que ton action, en fait, a des conséquences, c'est le moment où tu peux grandir. Ouais. Mais bon, ça demande de redéployer une certaine souplesse et une certaine... flexibilité. Ouais. Et toujours ce truc de curiosité, en fait. Qu'est-ce qui m'attend derrière? Moi, j'aime bien parler du fil d'Ariane, de suivre son fil d'Ariane. Et au final, c'est infini, enfin, j'imagine. Du coup, si on remonte le fil d'Ariane, si tu pouvais t'adresser à la Maï d'il y a 10 ans, tu lui dirais quoi?
Bah, c'est marrant parce que j'y ai réfléchi il y a pas longtemps, parce que je suis retombée sur une vieille photo de moi, alors qui a 20 ans, pas 10, mais je pense que c'est merci. Parce que, voilà, il y a 10 ans, j'avais pas encore commencé mon blog, donc j'avais pas du tout entamé tout ça. Il y a 10 ans, mon oncle me disait que je venais d'une lignée de femmes maudites, séparation, grosse séparation avec mon ex-mari. C'était vraiment très, très dur. Et en fait, ouais, je voudrais lui dire merci parce que le chemin qui a été opéré en 10 années, c'est juste fabuleux, quoi. Et donc voilà. Évidemment que j'aimerais lui dire, t'inquiète pas, ça va bien se passer, bichette. Évidemment, mais je crois même pas qu'il faille changer quoi que ce soit parce que déjà, c'était bien que ce soit d'autres personnes qui me le disent, que j'apprenne à demander de l'aide, que j'apprenne que j'étais entourée, que c'est un apprentissage qui est important aussi. Donc, non, je changerai rien du tout, mais merci, quoi. Top. Je pense qu'on va s'arrêter là. Bah, merci à toi, Jérémy, alors. Merci, Maï, c'était fabuleux. Merci énormément. Merci. C'était ma discussion avec Maï Hua. Un très grand merci, Maï, pour ton temps. J'ai passé un excellent moment en ta compagnie. Clairement, on aurait pu discuter de tout ça pendant des heures. Et si ça vous a fait le même effet, Maï est plutôt du genre à énormément partager du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, si j'étais vous, je filerais sur Instagram pour aller jeter un petit coup d'œil à tout ça. Suivez-la sur son compte perso, mais aussi sur les comptes dédiés à ces deux films. D'ailleurs, en parlant de son nouveau film, Meetings with Remarkable Man, celui-ci n'est malheureusement pas encore disponible publiquement. Mais, vous allez me dire, comment t'as fait pour le regarder alors ? Eh bien, comme mentionné brièvement durant notre discussion, Maï et Jerry avaient gratuitement mis à disposition le film pendant la période de confinement. On va dire que la thématique s'y prêtait plutôt bien, vu le contexte. Mais si vous désirez en savoir plus, vous pouvez déjà regarder la bande-annonce disponible sur YouTube. Je la mettrai dans les liens de cet épisode. Et si vous suivez le compte Instagram dédié au film, vous serez tenu au courant de sa sortie. Quant au film Les Rivières, il est possible de le louer ou de l'acheter sur le site officiel du film. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lesrivières.maihua.fr. Comme d'habitude, vous retrouverez les liens de tout cela dans les notes de cet épisode. Si vous ne voulez plus jamais louper un épisode de Sens Créatif, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ben oui, je vous invite à vous abonner sur vos applications de podcast et à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter afin de recevoir toutes les semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. Un grand merci à vous tous qui partagez le podcast autour de vous. Le bouche à oreille, il n'y a pas mieux. Merci également à tous ceux qui ont pris quelques minutes afin de me laisser quelques étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça me fait énormément plaisir de lire vos messages et ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Et pour finir, si d'épisode en épisode ce podcast vous encourage et vous inspire, je vous invite à devenir membre du club Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Les contributions démarrent à 2 € par épisode, soit le prix d'un petit café, et votre aide me permet de développer ce projet afin de toujours plus vous offrir un contenu de qualité. Me soutenir sur Patreon, en plus de soutenir un projet qui vous tient à cœur, c'est aussi un moyen d'avoir accès aux coulisses du podcast, des infos en avant-première, l'occasion de poser des questions pour des invités à venir, et bien plus encore. Pour en savoir plus, visitez patreon.com/senscreatifpodcast. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuy-Musique ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Et je remercie également Adrien Grenier, ça fait 2 Adriens à remercier, pour le montage de cet épisode. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao.